Bon, je reprends. Alors, désolé pour ceux qui nous suivent à distance. En fait, on évoquait le travail du pôle cette année en expliquant que justement, quand le pôle reprend une enquête, ce qui est important, c'est de redémarrer depuis le début. Donc, ce qui est en cours du côté de Nanterre, c'est qu'ils sont en train d'expertiser la valise de Tiffen qui n'avait jamais été faite jusqu'à présent. Donc, côté français, les juges travaillent. On a été reçu à Nanterre par la police pour aussi reprendre des éléments comme la téléphonie qui certains points n'ont pas été développés entièrement. Donc voilà, côté français, donc ça avance. Alors, l'objectif, et Corinne Herman me le répète à chaque fois, ce qui est très important, c'est que peut-être si de France, on trouve des éléments suffisamment importants, après, c'est plus facile pour les juges françaises d'aller au Japon en disant, bah voilà, attendez, on a trouvé quelque chose. Par exemple, si des analyses sont faites et qu'on trouve du sang dans la valise, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a des projections qui peuvent être faites si Tiffany a été agressé dans sa chambre. Donc, c'est plus facile d'aller au Japon en disant, attendez, vous avez vu ce qu'on a découvert, il faut une enquête. Donc, voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment, côté français, trouver un maximum d'éléments pour arriver au Japon et avoir le plus d'assises et le plus de force possible. C'est en cours. Donc, on espère qu'il va y avoir des éléments qui nous permettent d'avancer. En attendant, si il n'y a pas suffisamment d'éléments trouvés en France, eh bien, il va falloir quand même faire en sorte que le Japon se bouge. Et ça, c'est une autre difficulté, c'est de faire en sorte de peser pour le gouvernement japonais, sur la police locale. Et donc, c'est l'autre partie qui nous demande énormément de temps d'investissement, parce qu'on continue avec nos avocats, avec l'ambassade de France qui nous aide énormément, et nos enquêteurs. Le but, c'est de trouver aussi des éléments. Donc, on continue l'enquête de notre côté, avec des enquêteurs. Alors, le but, l'idée, c'est d'avoir des éléments pour ensuite les montrer à la police et qu'ils agissent. Et que la pression continue. Tout ça, c'est de l'investissement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Donc, vous l'avez compris, au cours de continuer à travailler, sauf qu'au Japon, euh, on a décidé de lancer une procédure auprès de l'ONU. Vous avez, au sein du comité des droits de l'homme, vous savez, vous avez un autre comité qui s'appelle le comité des disparus et qui peuvent, en tout cas dans le cas de Tiffany, ça a été possible, faire des procédures. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ils ont accepté, évidemment, il y a eu un dossier à compléter. Ils ont considéré que le dossier de Tiffany était recevable. Donc, à partir de là, l'ONU a décidé de nous accompagner et de dire, mais oui, effectivement, au vu des éléments, il faut absolument que le Japon se mobilise et fasse des choses. Et donc, il y a eu trois éléments qui sont ressortis de ce qui a été demandé à l'ONU au Japon, c'est qu'ils ils enquêtent véritablement, qu'ils ouvrent une enquête criminelle, qui communiquent vraiment avec la France, qui est une véritable coopération. Voilà, c'est-à-dire vraiment de considérer qu'il n'y avait aucune transparence côté japonais. Et d'ailleurs, c'est le cas, puisqu'à chaque fois que le juge français avait demandé des éléments, ça revenait vide ou incomplet. Donc l'ONU donc, a mis la pression. C'est pour cette raison que j'ai décidé, avec Sybille, on a décidé que c'était le moment aussi d'aller au Japon l'année dernière, parce que le fait que l'ONU reprenne le dossier en main et demande au Japon de faire quelque chose, vraiment les Japonais, la presse japonaise a énormément réagi à ça. Et donc, tous les médias nous ont appelés, on nous dit, attendez, s'il y a l'ONU qui se met dans la boucle, ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose de grave et qu'on est en train de passer à côté. Donc ça, les médias japonais l'ont repris. Donc il y a une vraie pression qui a été mise. Parfait, c'est le moment d'aller sur place. Et d'ailleurs, on l'a vu, dès que je suis arrivé sur place, les médias m'ont entendu. Pour eux, d'un seul coup, le combat Tiffen était devenu légitime pour les Japonais. Le fait que l'ONU leur tape sur les doigts. Leur tape sur les doigts de la police de Miko et du gouvernement. Donc, fort de cette impulsion, donc, ça m'a permis sur place un petit peu de contraindre notamment le gouverneur de Toshibi, la préfecture où Tiffen a disparu, à me recevoir. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et je ne m'y attendais pas. C'est qu'il a, lorsqu'il m'a reçu, il a médiatisé l'événement et il s'est engagé devant tous les médias à ce qu'il y ait une véritable coopération de ces policiers de la préfecture. Donc, c'est une grande nouvelle. Et ben, maintenant, le fait qu'il l'ait annoncé, c'est qu'il va être obligé de le faire maintenant qu'il l'a annoncé. Et surtout, il a fait quelque chose de très fort, c'est que publiquement, il s'est excusé que Tiffany n'ait pas été retrouvée. Et ça, au Japon, les excuses publiques, c'est quelque chose de très fort. C'est une manière de dire, bah, effectivement, en fait, on n'a pas fait ce qu'il fallait, probablement. Et là, pour nous, c'est encore mieux.
puisque tous les médias l'ont relayé. Et les Japonais, à la sortie de la réunion, d'un seul coup, me regardant, vous avez bien fait de vous battre. Et voilà. D'un seul coup, notre combat était devenu légitime au Japon. Donc ça a été des grosses avancées. Alors, bah, ce qu'on souhaite maintenant, c'est que les juges puissent profiter, que le pôle de Nanterre puisse profiter aussi de cette pression. Parce que ce qu'on espère, c'est évidemment, vous l'avez compris, le but c'est d'avoir des éléments de France, mais quand elle est sur place, comme ils se sont engagés à coopérer, au moins euh, les policiers ne vont pas hésiter à montrer certains documents. Par exemple, les juges avaient demandé depuis longtemps dans les commissions rogatoires internationales qu'il y ait des rapports qui soient relus. On pense souvent au rapport de Luminol. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des... On en parlera avec Sébastien de manière un expert qui va vraiment vous expliquer ce qui peut être produit. Mais donc, ils expliquent, les Japonais disent, mais non, ce n'est pas du sang, sauf que le rapport, nous ne l'avons jamais eu. Donc on espère que maintenant que la pression est mise, le juge, quand elle ira sur place, au moins elle aura la possibilité de voir ce qu'on fait les productions japonaises. Donc ça va être l'objectif de l'année à venir. Donc profiter de cette impulsion donnée par l'ONU pour que les juges aillent sur place. C'est l'objectif, hein, c'est que les juges avaient déjà compris qu'il y avait un intérêt à aller sur place. Donc, pourtant, on ne va pas être déçus. Hein. Ils vont y aller, on va pouvoir, je pense, demander des choses. Le véritable blocage qui restera, c'est que pour beaucoup qui suivent l'affaire maintenant, c'est que le système judiciaire japonais est très différent. C'est-à-dire que vous avez une enquête criminelle qui est ouverte, alors ça peut paraître absurde, mais tout quand la personne est passée aux aveux. Donc, forcément, c'est très compliqué. Parce que, par exemple, en France, le cas de Tiphaine, il y aurait eu tout l'hôtel aurait été passé au fin avec des gardes à vue, ça aurait été réglé très rapidement. Au Japon, ça n'existe pas. Donc, d'où les chiffres excellents, pratiquement de 100% de résolution des enquêtes au Japon, forcément, parce que l'enquête est ouverte quand il est avoué, donc c'est plus simple. Donc on est bloqué. Donc c'est pour ça que l'intérêt, c'est pour ça qu'on vous remercie de continuer à nous soutenir, d'adhérer, parce qu'on va devoir continuer à essayer de trouver un maximum de preuves côté nos détectives privés. Donc voilà pour ce qui est de ce qui s'est passé cette année. Donc nos espoirs, je l'ai dit, donc c'est donc que les juges aillent sur place et que nos enquêteurs puissent trouver des éléments. Donc je vous ai remis, on vous a remis le bilan de l'année financier. Donc on voit qu'il y a eu des coûts importants, toujours. Alors c'est toujours par rapport aux détectives privés, par rapport aux déplacements. Et ça, l'effort financier va s'accentuer l'année prochaine, puisqu'on va devoir continuer aussi à financer les détectives privés. On va encore recruter on va profiter de l'impulsion donnée par l'ONU et par le pôle pour aussi trouver des éléments. J'espère, je pense que j'espère que ça va être l'année, la dernière année de bataille, de combat. J'espère qu'à la fin de l'année, on aura des réponses. J'espère qu'on va être, on retrouvera Tiphaine, mais qu'au moins toutes les pistes ont été exploitées. Jusqu'au bout. On se battra de toute façon jusqu'au bout. Donc, tant qu'on n'aura pas toutes les réponses. Alors, je fais aussi une petite tombe. Après, on va donner la parole à Sébastien et à Sonia. Depuis rapidement, donc on l'a vu avec Patricia et Claude Martin qui sont là, les disparitions à l'étranger, c'est terrible. C'est pour ça qu'on a décidé aussi, en discutant avec toutes ces familles, avec d'autres cas de disparition ailleurs, c'est qu'à l'étranger, euh, évidemment, une disparition en France, c'est terrible. On voit l'histoire de petite Émile qui a disparu en France, sauf que en France, vous voyez ce qui se passe. Vous avez des juges qui vous disent on va faire des enquêtes, vous voyez des policiers. À l'étranger, vous ne savez pas du tout ce qui se passe. Donc, vous êtes perdu. En plus, souvent, la France est impuissante. Donc c'est terrible. Donc, vous vous retrouvez tout seul à l'étranger à devoir mener vos investigations. Vous arrivez, vous ne maîtrisez pas la langue, on ne sait pas à qui faire confiance, vous pouvez tomber sur des gens qui ne sont pas forcément, vous pensez qu'ils sont de bons conseils, mais en fait, vous perdez du temps. Donc l'objectif de l'entraide qu'on va créer, c'est justement d'essayer, alors ça sera difficile, mais d'essayer, quand il y a des disparitions, bah, d'accompagner les familles en les conseillant, en allant sur place, peut-être, c'est mieux, enfin, de les accompagner vraiment dans toute leur démarche. Parce on reste les maîtres d'œuvre de tout, de toute façon, dans les cas d'une disparition à l'étranger. Les décisions, on est obligé de les prendre. Euh, L'ambassade a un rôle très important, mais c'est pas, elle ne va pas enquêter. Donc, vous voyez, vous devez avoir tous les acteurs pour réussir
à résoudre une disparition. Donc, le but, c'est ça. C'est, par ces conseils, les aider à recruter des gens qui permettent de résoudre l'affaire. Donc, ce qui va être intéressant, donc je vais passer la parole à Sébastien. Ça va être intéressant de voir par rapport. Donc Sébastien, donc, est un spécialiste, un expert de la police scientifique. Donc ce qui peut être intéressant pour nous, c'est de comprendre, alors lui déjà par son expérience, il va nous expliquer quel est son travail, de quelle manière il fonctionne, par exemple, je te laisserai libre des exemples que tu donneras, mais sur une scène de crime, par exemple, ou autre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que de faire un lien avec ce qui pourrait être fait, par exemple, dans le cas de la disparition de Tiffany, s'il y a des choses qui, pour lui, méritent d'être approfondies ou pas, c'est différentes choses. Voilà, j'essaierai s'il y a des questions après. Déjà, si tu peux te présenter ton activité, ce que c'est qu'une science forensique. Oui, parce qu'il a aussi, Sébastien va vous expliquer, Fait, il a aussi son entreprise. Ouais, oui, non, mais je vais lui même sur ce que c'est. Ouais, si ça ne dérange pas. Donc, ouais, les questions, on les fera à la fin. Bonjour, merci à tous d'être ici. Merci à Damien et Sybille pour l'invitation. Donc, moi, ça fait 13 ans que je suis donc, dans la police scientifique à Paris. Donc, j'ai fait 7 ans en sécurité publique en région parisienne et 5 ans à la police judiciaire de Paris. Depuis 3 ans, donc, j'ai monté une société de sciences criminelles donc, qui vise à promouvoir un petit peu les sciences criminelles au sens large. Donc, la police scientifique, l'enquête, la médecine légale et la justice. Et donc l'objectif est un petit peu de communiquer, de créer une espèce de pôle d'excellence où on peut connaître un petit peu tout ce qui se passe en France dans ces domaines-là, mais aussi à l'étranger, pour pouvoir justement informer et avancer aussi sur les dossiers. Et donc il y a 1 an et demi, donc Sybille et Damien m'ont contacté au sujet donc, du luminol à travers justement cette société-là pour avoir quelques conseils pour savoir justement par rapport à ce que Damien a vu dans cette chambre, donc cette réaction positive dans la chambre d'hôtel. Est-ce qu'on est sur une trace de sang? Est-ce que c'est autre chose? Et donc, j'ai essayé d'apporter l'éclairage à Sybille et Damien. Et en fait, c'est très compliqué de pouvoir identifier déjà ce qui a été fait sur place, parce que comme disait Damien, on n'a absolument rien au niveau retour. On n'a pas de rapport, on n'a pas de photographie, on ne sait vraiment rien ce qui s'est passé, et on n'a que, entre guillemets, la parole de Damien sur ce qu'il a vu dans cette chambre. Donc, il existe tout un tas de produits, donc on appelle ça des produits de révélation de traces latentes de sang, qui vont permettre de révéler du sang soit qui est invisible à l'œil nu parce que le sang a été dégradé ou alors il a été lavé et nettoyé. Donc on arrive avec certains produits à révéler des traces de sang qui sont parfaitement nettoyées et qui datent même de plusieurs dizaines, voire des centaines d'années. Et donc ces produits-là vont agir avec l'hémoglobine, avec le fer qui est dans l'hémoglobine, et donc provoquer une réaction visuelle de couleur bleue qui est d'une intensité assez variable en fonction de la quantité que vous avez. Mais la difficulté aussi, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle des faux positifs. Donc, en fonction de certains produits, vous pouvez avoir, par exemple, l'eau de Javel va créer aussi la même réaction que si vous avez une présence de sang. Vous pouvez avoir certains légumes, certains produits, certains détergents qui vont provoquer aussi une réaction positive. Donc, ce que l'on fait, donc là, je vais vous parler par rapport à ce que moi j'ai vécu sur les scènes de crime. Généralement, quand on sait qu'on va faire donc, une recherche de traces latentes de sang, vous allez donc positionner votre appareil photo à l'endroit où vous allez vaporiser votre produit. Vous allez donc vaporiser votre produit, prendre une photographie et avoir ce qu'on appelle un temps de pause assez long. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir des traces de sang latentes qui sont extrêmement faibles. Vous ne les voyez même pas à l'œil nu. Et en fait, avec l'appareil photo, vous allez laisser un temps de pause, c'est-à-dire de 30 secondes. Ça veut dire que pendant 30 secondes, votre appareil photo va capter l'intensité de la lumière qu'il va recevoir sur le capteur. Et donc, à partir de là, donc, vous allez pouvoir voir en fait s'il y a une réaction qui est positive ou pas. Une fois que vous voyez votre réaction positive, vous allez faire ce qu'on appelle un test d'orientation.
appelle ça des tests immunochromatographiques, pour savoir est-ce que notre test visible à l'œil nu, est-ce qu'il s'agit de sang, oui ou non. Donc, vous allez faire un test, généralement il est positif ou négatif, et même si ce test-là est négatif, on ne peut pas assurer à 100% qu'il ne s'agit pas de sang humain. Donc, dans tous les cas, seule l'analyse génétique qui va être faite derrière va pouvoir déterminer si on est en présence de sang humain. Donc là, en l'occurrence, Damien, donc, de ce qu'il m'a expliqué et ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'on a retrouvé, tu me dis hein, si je me trompe, on trouve une petite trace donc, positive sur le couvre-lit donc, de la chambre d'hôtel. Là, la police scientifique donc, de Nico fait un prélèvement et dit en gros, ce n'est pas du sang. Très bien. Ensuite, on a du produit, on ne sait pas si c'est du luminol, du Boostar ou un autre produit qui a été utilisé, donc qui est utilisé sur les murs donc, de la chambre d'hôtel. Et là, Damien donc, voit une réaction assez importante, qui est définie de hauteur d'homme, enfin plusieurs centimètres en tout cas de hauteur, d'éclaboussure donc, sur le mur. Et là, donc, on te fait sortir donc, de la chambre et ensuite on te dit ce n'est pas du sang. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, pour cette scène-là, ce qu'il aurait fallu, alors on ne sait pas en fait si ça a été fait, en tout cas, il doit y avoir un rapport d'intervention qui est fait avec une photographie qui montre cette réaction-là. Cette réaction, est-ce qu'on est sur une projection? Est-ce qu'on est sur une projection, on appelle ça des modèles d'impact? Est-ce que c'est du sang qui a été éclaté? Est-ce qu'on est sur un modèle linéaire qui pourrait, par exemple, être on va dire un couteau qui aurait été utilisé? On ne sait pas en fait. Donc, là, ce qui aurait pu être fait. On ne sait pas si un test immunochromatographique a été fait et on ne sait pas si un prélèvement a été fait dessus pour pouvoir confirmer la présence ou non de sang. Donc là, on a cette difficulté-là, on va dire, de ne pas avoir de rapport technique d'intervention pour savoir qu'est-ce qui a été fait, quel produit a été utilisé, est-ce qu'il y a des photographies qui ont été faites sur place. Donc ça, c'est, je pense, une très grosse difficulté par rapport à ça. Après, donc, la difficulté que l'on a aussi par rapport à cette affaire-là, c'est qu'on se trouve dans une chambre d'hôtel, donc potentiellement avec beaucoup de contamination. Et forcément, c'est les inquiétudes que j'avais au départ, donc quand je parlais à Damien et Sybille, c'est plus on attend pour faire des constatations sur place, plus on a des chances qu'il y ait des dégradations éventuelles de traces et des contaminations multiples. Si on imagine qu'il s'est passé quelque chose dans cette chambre-là, et qu'on va avoir peut-être une goutte ou un peu plus de traces de sang, en fait, ça peut être dégradé par le temps, ça peut être dégradé par le lavage, ça peut être dégradé par l'action de plusieurs personnes ou tout simplement la contamination de tous les clients de l'hôtel. Donc ça, c'est vraiment une difficulté qui est à prendre en considération et je pense que justement le protocol case de Nanterre le prend en compte et fera probablement peut-être une intervention justement dans les prochains mois. Voilà ce que je peux vous dire au niveau police scientifique. Je ne sais pas si tu veux aborder un autre point. Non, moi, tu sais, tu parlais de faux négatif. Et dans la description que Damien t'a faite, une des choses qui m'ont marqué, c'est selon c'est un faux négatif, c'est flash ou c'est non. C'était une appréciation. Je ne dis pas que tu dis que c'est. Alors, en fait, donc, effectivement, il y a différents faux positifs. Donc, le faux positif, par exemple, ça va être vraiment avec l'expérience. Donc, ça va être assez propre à chacun, ça va être très particulier. Mais par exemple, quand vous avez de la javel sur une scène de crime, quand vous allez vaporiser votre produit, vous avez une couleur qui est légèrement différente du sang. Vous avez une couleur qui est beaucoup plus claire, alors que le sang, c'est beaucoup plus avec un bleu vif. Et surtout, on appelle ça donc des traces qui sont fugaces donc dans le temps. Les traces avec la présence de sang vont durer à peu près entre 20, 30, 45 secondes dans le temps, alors que les faux positifs, généralement, on est sur quelques secondes, voire quelques millisecondes.
Donc ça, c'est des indications aussi qu'on peut avoir. Là encore, ça va dépendre des produits utilisés, ça va dépendre du produit, en fait, si c'est un faux positif, de quel produit c'est. Là, Damien nous dit qu'il a vraiment vu cette réaction face à lui, bleue, qui a duré assez longtemps pour qu'il puisse donner la forme de l'être qu'il voyait. Donc, on pourrait très bien imaginer qu'il s'agisse voilà, de sang partiellement nettoyé. Là, c'est pas incompatible avec ça. Alors là, ce qui serait intéressant, donc déjà, j'imagine, c'est d'avoir le rapport, déjà pour savoir ce qu'ils ont vraiment fait. Ce qu'on a compris, c'est qu'il n'y avait pas eu, en tout cas, de prélèvement. Ça, c'est quelque chose qu'ils auraient dû faire, j'imagine. Ouais. Logiquement, c'est ce que je disais. Donc, même quand on a un résultat positif, donc avec le Boostar ou du luminol, donc on va faire effectivement un test de présomption. Est-ce qu'on est sur une présence de sang ou non? Et normalement, même si ce test il est négatif, on doit faire un prélèvement derrière pour confirmer avec une analyse génétique, savoir si on est en présence de sang ou pas. Là, en l'occurrence, enfin, il n'y a aucun prélèvement qui a été fait sur la scène, et en tout cas, on n'en a pas connaissance. Et là, pareil, là, on est sur, de ce que tu me disais, on est sur un support, enfin, c'est du papier peint. Oui, papier peint, ensuite, je crois, une espèce de bois. C'est ça, en lambris, ensuite une moquette. Donc là, ce que l'on fait normalement pour l'objectif pour nous en tant que policiers scientifiques sur le terrain, c'est de pouvoir récupérer un maximum d'éléments matériels. Donc là, par exemple, si on est sur du lambris, on va prendre ce qu'on appelle un écouvillon et essayer de frotter toutes les rainures donc, du bois. Maintenant, si on est sur du papier peint, là, l'objectif, c'est de vraiment tout récupérer. Donc peut-être qu'avec un écouvillon, on n'arrivera pas à récupérer la matière. Là, ce que l'on ferait, c'est ce qu'on appelle une espèce de carottage, de couper un bout donc d'endroit où il y a une réaction positive, de pouvoir le conditionner et analyser ce papier peint justement qui a réagi positivement au Boostar. Pardon, en fait, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait refaire des tests? Et tu parlais de l'ADN, enfin, dans un bout de passage, il y a beaucoup d'ADN qui se mélangent, l'ADN se dégrade, mais il y a des techniques qui évoluent. Donc, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire dedans? Est-ce que c'est perdu ou pas? Alors, le fait qu'on soit dans un milieu fermé, on va dire c'est un avantage parce que l'ADN va se dégrader moins vite que si on était en extérieur. Il faut savoir que le sang, la salive et le sperme se dégradent forcément dans le temps, mais à une vitesse plus ou moins variable en fonction des conditions environnementales. Donc là, quand vous êtes, par exemple, si on prend une trace de sang, vous la mettez au sol, vous la laissez comme ça, vous ne revenez plus, ou vous revenez dans 100 ans, on est capable d'analyser cette trace et d'avoir un profil génétique parfaitement complet. Donc là, par exemple, si on est dans une chambre d'hôtel et qu'on a une trace de sang qui n'aurait pas été révélée, par exemple, sur un mur où il y a logiquement peu de contamination, on peut très bien intervenir 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans après et avoir un profil génétique complet. Maintenant, par exemple, si on est sur une trace qui se retrouve au sol, effectivement, il peut y avoir des dégradations parce que l'hôtelier va nettoyer la moquette, il va y avoir du passage, il va y avoir l'aspirateur, il va y avoir des produits chimiques, etc. Donc, l'ADN peut se dégrader. Maintenant, on a de nouvelles techniques en police scientifique. Une technique qui s'appelle le NGS. Donc, c'est un séquençage nouvelle génération. En fait, l'ADN, il faut l'imaginer, c'est une molécule extrêmement longue. Une fois que l'ADN est dégradé, en fait, vous perdez des informations au niveau du... Par exemple, aujourd'hui, on va analyser 24 portions de l'ADN pour déterminer un profil génétique d'une personne. Avec cette nouvelle technique, qui s'appelle donc le NGS, on peut analyser des centaines, des milliers, voire des millions de petits morceaux d'ADN. Donc, en fait, si vous avez une molécule d'ADN qui est dégradée, donc elle est déjà en petits morceaux, donc vous allez pouvoir avoir un profil NGS, mais pas un profil ADN classique. Donc, cette technique-là permet aussi donc est souvent utilisée quand on a des cas d'ADN dégradés ou des cas d'ADN mélangés.
Donc pour ça, on va comparer donc, cette trace-là, l'analyser avec une technique NGS et la comparer avec des profils, donc soit par exemple le profil de Tiffen, qui va être analysé aussi en format NGS, ou alors l'ADN des parents de Tiffen pour déterminer son profil génétique. Est-ce que tu aurais, j'imagine que tu as travaillé sur énormément d'affaires, une affaire comme ça qui a été résolue par rapport à des tests qui auraient été faits peut-être 5 ans après, 10 ans, où tu es intervenu, toi, et tu as pu récupérer, faire des expertises sur une scène, enfin, dans une chambre, c'était possible. Alors, personnellement, j'ai travaillé exclusivement sur des affaires qui étaient assez récentes, on va dire les plus vieilles, qui pouvaient peut-être dater de Oh non, quoi. mois, on va dire 3-4 mois. Maintenant, j'ai des collègues qui, eux, sont intervenus, donc que ce soit des collègues suisses, belges ou français, sont intervenus sur des affaires de disparition, des affaires criminelles assez anciennes. La police scientifique apporte énormément de choses, justement, dans les cold cases. Alors, elle ne fait pas tout, mais par contre, certaines affaires peuvent être donc, réouvertes grâce aux avancées scientifiques, technologiques, notamment aussi avec l'avancée des traces technologiques. Maintenant, on a énormément de traces numériques qui sont utilisées, que ce soit avec le téléphone portable, l'ordinateur, objets connectés, des traces réseau qu'on va laisser un petit peu partout. Là, en l'occurrence, pour l'affaire de Tivlen, on n'a pas sur téléphone portable, donc c'est une difficulté pour le faire dans l'enquête. Mais il y a quand même des traces réseau. Donc, justement, la connexion du téléphone avec le Wi-Fi de l'hôtel, est-ce que ce téléphone-là a borné sur d'autres bords téléphoniques aux alentours de l'hôtel, etc. Donc ça, c'est des traces aussi qui doivent être exploitées par la police scientifique et par les enquêteurs. Et sinon, au niveau cold case, effectivement, donc l'ADN est un atout majeur donc, pour résoudre et pour apporter une plus-value dans ces affaires. Et il y a énormément de techniques aussi qui évoluent. Par exemple, quand on a des disparitions de personnes en extérieur, c'est extrêmement difficile parce que vous avez aucune certitude de où se trouve la personne, où est-ce qu'elle a disparu, où est-ce qu'elle pourrait être. Et en fait, quand vous avez aucune information, aucune trace, aucun indice, c'est extrêmement compliqué d'avoir une orientation, de savoir où est-ce que vous allez mener vos investigations. Aux États-Unis, par exemple, il y a eu une affaire il y a quelques temps où en fait on recherchait un petit garçon où on savait en fait qu'il avait été tué et enterré dans une région, mais on ne savait pas où. Et il y a des chercheurs donc qui ont utilisé un drone avec une utilisation avec un appareil infrarouge. Quand vous avez une décomposition du corps, donc vous avez entre guillemets, des nutriments qui vont rentrer donc, dans la terre et qui vont nourrir donc, les végétaux environnants. Et en fait, quand vous passez avec le drone au-dessus donc, des végétaux, vous allez avoir euh, une colorimétrie du feuillage qui va être différente d'un arbre à un autre. Et en fait, ça va vous apporter des indications peut-être sur un arbre qui a été, entre guillemets, avec plus d'engrais que l'autre d'à côté. Et donc, ça va vous donner des indications et peut-être que les enquêteurs, justement, vont s'intéresser à un endroit plus précis et donc vont faire des investigations plus poussées à cet endroit. Donc voilà, la police scientifique évolue, les techniques évoluent et c'est pour ça que les enquêtes aussi s'adaptent à toutes ces nouvelles technologies. C'est pour ça qu'on a la chance, en tout cas en France, d'avoir ce pôle qui est unique au monde, le pôle national donc, de Cold Case, qui se renseigne justement sur tout ce qui se passe dans les nouvelles technologies. Ils sont en contact direct avec les policiers scientifiques de la gendarmerie, les policiers scientifiques de la police nationale, mais également avec d'autres experts dans le monde. Je pense par exemple à l'Université de Lausanne, qui est extrêmement réputée dans le monde dans la matière de sciences criminelles, mais aussi avec les Américains, les Canadiens ou les Belges également. Bon, c'est pas. Tout à l'heure, peut-être quand on découvre l'entraide.
Et peut-être des questions Oui, bah, à la fin, je pense notamment à la aux fin, questions. plutôt. Je pense qu'on va, enfin, je pense que vous allez en avoir. Comme ça, après, il y aura un moment d'interaction. Et ce sera peut-être plus simple. Alors, je vais revenir. Le but, vous l'avez bien compris, avec Sébastien, avec Sonia, le but de l'entraide, c'est justement d'avoir des experts qui peuvent Non, nous aider. Nous, on ne va pas devenir, on n'est pas des experts, des enquêteurs. Donc, c'est ça qui va être très important dans l'entraide. Cette association, c'est d'être accompagné par des experts, par des spécialistes pour nous aider. Donc, alors, vous l'avez vu, on le voit avec Sonia et Sébastien. Là aussi, c'est formidable. On va le voir avec Sonia. Ce qu'on a de la chance, c'est qu'on a des gens extrêmement bienveillants aussi autour de nous. Parce que c'est des spécialistes, mais aussi il y a une vraie bienveillance. D'ailleurs, on le voit avec vous réunis. C'est que c'est un combat qui est difficile, mais ce qui va nous permettre de réussir, c'est parce qu'on est soudés, parce qu'on est ensemble, parce qu'on a une bienveillance. Et c'est pour ça que, donc, pour l'entraide, on a demandé à Sonia qu'elle soit notre marraine, puisque bah, vous l'avez vu, maintenant on nous suit depuis longtemps. Enfin, tu as fait des vidéos sur Tiffen dès le début. On voit toute sa bienveillance. En plus, Sonia est spécialisée, donc, psychologue en criminologie, donc elle a une manière de pouvoir aborder, elle va l'expliquer, donc je vais laisser la parole, hein, je vais le cours, mais d'aborder donc avec une analyse vraiment, avec une véritable analyse et une véritable humanité. Donc c'est pour ça qu'on est très honoré qu'elle accepte d'être la marraine de l'entraide. Elle va nous expliquer donc comment elle travaille, comment, alors peut-être aussi par rapport à la manière dont tu as travaillé sur la vidéo de Tiffen, et puis même de manière générale, peut-être comme Sébastien, peut-être porteur de plus général. Voilà. Donc, un gros merci, Sonia, on est ravis. Voilà. Merci infiniment. En vrai, merci à vous. Enfin, moi, j'ai pas hésité une seconde. Je lui ai envoyé le message pour me demander si j'acceptais d'être la marraine de votre association. C'est un truc tellement évident et c'est vraiment un honneur pour moi parce que, comme je l'ai dit, du coup, à la famille de Tiffen, ce qui me manque, alors, je vais peut-être faire un petit flashback et me présenter aux personnes qui ne me connaissent pas nécessairement. Donc, moi, c'est Sonia Liu. Je suis psychologue. À la base, je m'étais spécialisée en gérontologie. Je me suis réorientée pour aller en criminologie avec pour ambition à l'époque de travailler dans le carcéral. Et puis, en fait, pendant mes études de criminologie, j'ai commencé à publier des vidéos sur YouTube pour parler d'abus criminels. Et mon envie, c'était d'apporter un petit peu plus de vulgarisation de la psychologie des criminels et des victimes, parce que je trouve que c'est quelque chose qui manquait un petit peu dans le paysage des émissions sur les affaires. Et voilà, je fais ça vraiment comme un passe-temps, on va dire, et puis c'est devenu très vite mon métier. Euh, et donc, voilà, j'en arrive maintenant à publier des vidéos très régulièrement sur des affaires, généralement des affaires qui sont plutôt résolues. Parce que du coup, moi, c'est plus, comme je vous disais, le côté explication de la psychologie, des criminels, des auteurs, des faits et des victimes. Et puis, il me manquait en fait ce côté utile, parce que c'est très bien d'informer les gens, etc. Mais j'avais envie de pouvoir faire un peu plus et d'aider. D'où est venu du coup le fait de faire une vidéo sur Tiffen, sur sa disparition. C'était 1 an et 11 mois après sa disparition à l'époque. Euh, et voilà, je me suis dit, bah, au moins ça va pouvoir permettre de faire un petit peu plus de bruit autour de cette histoire. Si on se met tous ensemble et qu'on en parle, et ben, moi je suis convaincue qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été récolter, que ce soit des preuves matérielles, mais peut-être aussi des témoignages. Et du coup, il y a peut-être des personnes qui voilà, tomberont sur cette vidéo ou à qui ça va évoquer quelque chose. Et donc, c'était vraiment cette volonté-là bah, de travailler avec, en plus, du coup, c'était vraiment avec vous, ce qui était aussi la première fois que ça m'arrivait de travailler vraiment directement avec une famille. Et ça, c'était super chouette et une très bonne plus-value, je pense, pour mon travail et aussi pour ben, avoir un peu plus d'impact. Et puis voilà, en fait, la continuité, c'est vrai que j'ai décidé d'accepter votre invitation à venir à Marie de l'entraide. Bah, ça m'a semblé tout naturel parce que vraiment, comme je vous disais, ce qui me manquait un peu, c'était ce côté pouvoir aider un peu plus. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, après 5 ans, à travailler sur YouTube, à créer cette communauté qui est engagée, qui me suit, qui est absolument incroyable. Je pense que c'est une vraie puissance et qu'on peut faire des choses et que ça peut avoir un certain poids.
donc pour aider et la famille de Tiffany et d'autres familles à se faire connaître, à se sentir soutenues, parce que c'est super important. Est-ce que ça vraiment, je pense que je suis pas la seule à. Donc, qui c'est abstrait, qu'est-ce que c'est la psychocriminologie? Est-ce que c'est beaucoup utilisé en France ou pas? Peut-être d'autres pays plus avancés que nous. Ouais. En fait, la psychocriminologie, bah, c'est une branche de la criminologie, c'est une spécialité, enfin, la criminologie est une spécialité qu'on peut avoir en tant que psychologue, et c'est plutôt une science qui est assez, j'ai envie de dire, pas énormément appliquée en France, puisqu'on va étudier, du coup, comme je vous disais, la psychologie des auteurs de crimes, donc notamment quels vont être tous les facteurs de leur passage à l'acte, comment est-ce qu'on peut voilà, faire de la prévention pour éviter que ce genre de choses arrivent, et toute une branche aussi sur la victimologie. Donc là, c'est plutôt l'inverse, comment est-ce qu'on prend en charge les personnes qui sont victimes de crimes. Et, en France, c'est un petit peu particulier. En fait, on a beaucoup de psychologues qui travaillent dans l'univers étendu de la criminologie, qui vont travailler dans le carcéral, dans le monde plutôt judiciaire. On a aussi des psychologues qui sont avec la police, avec la gendarmerie et qui vont notamment peut-être donner des pistes ou en tout cas diriger peut-être des choses. Mais ce qu'on voit beaucoup dans les films, les profilers par exemple, ça n'existe pas réellement en France. Et pourquoi pas, alors? Je pense que c'est en partie culturel et aussi parce que ben, le poids que peut avoir le profilage dans une enquête n'est pas grand-chose comparé aux preuves matérielles qu'on peut avoir avec les sciences de police scientifique. Donc, je pense que voilà, ça fait partie des choses qui. C'est du bonus et c'est considéré comme ça. Et puis ça marche beaucoup en fait, notamment si on va avoir des tueurs en série, des choses comme ça. Et on en a tant en France, heureusement, bon, finalement, il y en a un peu moins besoin. C'est beaucoup. Ce qui serait, enfin, si je peux, ce qui serait intéressant, enfin, moi, parce qu'on a tes vidéos sur Tiffen, on voit toute ton expertise, ton humanité. Comment tu construis ce genre de vidéo? Comment l'affaire de Tiffen, tu l'as construit avec ta vidéo? Je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment bien fait. En fait, ça se passe toujours de la même manière, c'est-à-dire que j'ouvre une nouvelle page sur Google, je tape de Tiffaine Véron et je regarde tout ce qui sort en article, que ce soit des reportages vidéo, des articles, etc. Et je fais une énorme compilation, vraiment, je digère tout ça. Et puis, j'essaye de voir qu'est-ce qui a l'air fiable, qui a l'air. Où est-ce que je vois que parfois, on ne va pas donner la même version dans un article, dans un autre. On peut essayer d'aller creuser, essayer de trouver généralement quelles sont les sources les plus fiables, les plus proches directement des faits. Aussi, on sait qu'il y a certains médias qui sont quand même plus rigoureux dans leurs recherches. Donc, c'est vraiment un travail d'assimilation de toutes ces infos, de collecte et ensuite de réécriture. Parce que ce que j'aime bien faire en général quand j'écris une vidéo, c'est trouver un angle un petit peu particulier, euh, qui est une affaire qui questionne, en fait, pas forcément qui apporte des réponses, mais qui questionne des choses. Je me dis, bah tiens, cette affaire-là, je trouve que elle fait ressortir quel est l'impact de la médiatisation, par exemple, ou elle peut poser des questions sur un point des législations, des choses comme ça. Et voilà, j'essaie de construire mon texte de cette manière, et puis je me suis un peu éloignée de ta question de base, mais Ah non, c'est ça. c'est à peu près le principe de mes recherches. Et donc, c'est dans tes livres que tu écris, c'est ça, tu reprends. Parce qu'il y en a, malheureusement, il y a eu un problème à cause du libraire. Je vois qu'il y a l'un des livres qu'elle a écrit qui pourrait Ouais. Oui. durer. Il y en a un autre, c'est ça, où tu expliques un autre des affaires que tu as. Alors justement, ouais, le Cecil Hotel, c'est effectivement un livre du coup qui compile et qui est documentaire sur des faits réels, quasiment 100 ans d'affaires criminelles qui se sont passées dans un seul lieu à Los Angeles, qui est ce fameux hôtel. Et sinon, après, j'ai écrit des livres assez différents, plutôt ludiques, qui permettent aux personnes de se mettre un petit peu dans la peau d'un enquêteur. C'est, ça me permet de faire passer aussi des fois des messages, notamment dans le dernier où je parle des violences sexistes et sexuelles dans le monde de l'art, mais j'avais pas envie de le faire de manière très lourde, donc c'est plus en passant par des jeux, etc. Donc, voilà, c'est des types d'écriture assez différents.
Et qu'est-ce qui a retenu, qu'est-ce qui a pu te marquer dans l'affaire de Tiffen? Peut-être que ça a fait écho à d'autres affaires que tu as traitées, peut-être pas. Est-ce qu'il y a des profils des criminels dans le giron de cette histoire qui ont retenu, enfin de suspects plutôt, en retenant ton attention? Bah, déjà, moi, ce qui m'avait frappé dans cette affaire, c'est toutes ces pistes qui sont ouvertes et on n'a pas de, il n'y a pas de porte refermée, en fait. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'ouverture un petit peu dans tous les sens. Et généralement, moi, quand je travaille sur des affaires, je vois des enquêteurs qui vont un petit peu aller au bout de ces choses. Et là, j'ai le sentiment, je ne sais pas si ça a été fait, mais en tout cas, vous n'avez pas eu les réponses, si j'ai bien compris. Et donc, bah, ça laisse plein de points d'interrogation dans tous les sens. Maintenant, avec certains des éléments dont vous avez parlé, notamment le luminol, la téléphonie aussi, moi, ça me donne le sentiment qu'il y a quelque chose de criminel et qu'on n'est pas sur de l'accidentel. On ne peut pas l'affirmer, mais je trouve que c'est une piste qui est super importante. Et j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas été plus pris au sérieux, même si effectivement il y a tout ce contexte du Japon avec, comme vous l'avez bien expliqué, les différences culturelles qui font qu'on n'enquête pas nécessairement de la même manière. Alors après, au niveau des différents suspects, c'est vrai que moi, ce qui m'avait interpellée, c'est quand même cette histoire de faux guides qui rôdent autour de l'hôtel. Il y avait, je crois, déjà des mots, des affiches pour avertir du fait il y a des hommes qui abordaient justement des femmes touristes et qui rôdaient. Et je ne sais pas où ça en est à ce niveau-là, mais ça me semble quand même très particulier. Parce que de ce que j'ai pu comprendre, de la personnalité de Tiffen, je pense pas que ce soit quelqu'un qui aurait fait confiance aveuglément à n'importe qui, mais c'était quelqu'un qui était aussi ouverte aux nouvelles rencontres. Et du coup, ben, peut-être que si elle sort de l'hôtel, qu'elle rencontre quelqu'un ou que la veille, elle a croisé quelqu'un qui lui a proposé, qui lui a dit ah, mais t'as jamais entendu parler de ça, peut-être que je peux aller te montrer. Est-ce que éventuellement elle aurait pu suivre justement un petit guide? Moi, c'est vraiment les choses qui m'interpellent beaucoup. Et ce faux guide, en fait, il était venu un an plus tôt près de ce temple, commencer à agresser, enfin, embêter les touristes, faire des attouchements et tout. Est-ce qu'il peut revenir, enfin, est-ce qu'un criminel a tendance à revenir au même endroit? Euh, enfin, tu vois, il y a un côté, il y a une Est-ce qu'il a répétition. été arrêté? Non, il a été en... Donc, s'il n'a pas été arrêté, pourquoi est-ce qu'il s'empêchait de revenir à un endroit où il a pu déjà commettre un crime et qu'il se sent légitime? C'est ça, en fait. Donc, oui, totalement, c'est pas impossible. Bien sûr, je dis pas que c'est ça, mais c'est pas impossible. Oui. C'est tout le problème qu'on a dans l'enquête, parce que nos enquêteurs, ils ont quand même bien avancé, c'est tout le temps. Sauf qu'ils les ont localisés, ils savent où ils sont, ils savent qui ils sont. Le problème, bah, c'est comment trouver des éléments. Parce qu'au Japon, pour les arrêter, il faut des. On l'a dit, la quête criminelle est ouverte, donc ils sont arrêtés. Donc c'est ça qui est frustrant. Parce qu'on les a, ça y est, ils sont identifiés, mais on ne fait pas. Bah, déjà, c'est déjà une étape importante de d'avoir identifié, on sait leur adresse. Il faut que ça soit légal. Donc voilà, je pense que c'est super important en tout cas d'avoir le soutien de plein de personnes et je pense qu'aujourd'hui c'est un bon signe. Voir qu'il y a du monde là pour être derrière vous et que ben, on lâchera pas en fait. Et ça, effectivement, peut-être que ça a joué aussi sur le fait que bah, non, 5 ans après, tu vois, le Japon, quand même, le gouvernement ne serait peut-être pas arrivé avec des familles qui n'auraient pas eu autant les moyens et puis ce côté on revient et on ne vous lâchera pas. Et c'est, j'imagine, ce qu'on a envie de transmettre aussi à d'autres familles avec notre aide. Oui, non, bien sûr. Je vais vous laisser poser vos questions. Juste pour finir, vous avez compris que c'est grâce à vous, grâce aux moyens que vous nous avez donnés, grâce à l'énergie que vous nous avez donnée, on a pu continuer. On a pu financer nos actions. Mais ce qui est aussi important, c'est que la médiatisation a aussi a eu un rôle important en mettre la pression. C'est pour ça aussi que Sonia, qui est modeste, qui a quand même énormément de followers, alors vraiment, c'est du monde, mais bon, c'est beaucoup, 300 000, c'est beaucoup. Donc le but, c'est ça, autour de l'entraide, c'est de fédérer. On a de la chance, merci beaucoup, parce qu'on a un élu de la ville de Poitiers qui est là, donc merci beaucoup. Parce que nos élus, depuis le début de la disparition de Tiffany, sont là. Nos députés, les présidents aussi s'est engagé.
C'est pour ça que le but de l'entraide, c'est de fédérer autour de tous les acteurs, Sonia, Sébastien, de trouver des gens, les médias. Alors, parfois, on a parfois il y a des pots de banane, mais de manière générale, la médiatisation a été. C'est toujours sur place, ça me fait. Ah, et au normal. Enfin voilà, il y a une vraie bienveillance Je ne le savais pas. l'entraide, bah, c'est de chaque famille, voir ce qu'on peut faire avec les médias. Avec les médias. Voilà, nous, on ne va pas devenir enquêteurs du jour au lendemain. Le but, c'est d'avoir une association professionnelle, enfin, entourée de professionnels, d'experts qui fonctionnent et qui aident. Voilà. Voilà. Vos questions. Tu peux pas trimballer le truc? Non, tu Non, peux mais pas. j'ai la bonne forme. Sébastien, vous parliez du téléphone. Alors, de ce que je me rappelle des précédentes réunions, c'est qu'à priori, effectivement, il n'y avait pas eu accès au téléphone et à certaines informations. Apparemment, le sujet s'ouvre un peu. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir ce qu'on appelle un adepte des séries policières, donc je connais les fadettes. Est-ce que les fadettes ne sont pas un moyen, à un moment donné, de tracer les informations et d'avoir des choses que vous n'avez pas vues avant et que vous pourrez avoir les mains dessus? Alors, les fameuses fadettes, en fait, c'est des factures détaillées. C'est quand on passe un appel téléphonique ou quand on envoie des messages. Alors, je ne connais pas les opérations de Tiffen, mais logiquement, enfin, moi, j'ai déjà été à l'étranger. Généralement, ce qu'on fait, c'est des datas. C'est se connecter à un Wi-Fi, envoyer en passant par des messageries cryptées comme WhatsApp. Donc ça, c'est des choses qu'on n'aura absolument pas sur les fadettes. On aura juste, en fait, on sait qu'il y a des transmissions de données qui sont faites, on ne sait pas où, on ne sait pas quand. Mais par contre, ce qui est important, c'est de savoir, en fait, les connexions réseau qu'il y a eu. Là, en l'occurrence, de ce que Damien et Sybille donc, ont pu récupérer comme information, c'est surtout la connexion du téléphone portable de Tiffen avec le Wi-Fi de l'hôtel. Après, c'est extrêmement compliqué de savoir justement est-ce que le téléphone a été borné sur une borne téléphonique dans la région de Nico. Là, c'est des investigations extrêmement poussées. Il faut une coopération forcément policière des deux côtés et surtout savoir est-ce qu'on a aujourd'hui, 4, 5 ans après, encore accès à ces données qui sont donc, déjà difficiles en France à récupérer. Alors ça, on en parlait avec Philippe justement, qui nous a énormément aidé. Et c'est vrai que tu me disais la dernière fois que Free, parce qu'on pensait que Free avait peut-être fait son maximum, mais apparemment Free devrait, on devrait en parler au juge, l'instruction devrait demander à SoftBank de coopérer. C'est-à-dire que Free aurait dû être l'interlocuteur en disant, vous devez nous donner à nous C'était le. le cas. Ouais, mais ils l'ont pas fait. Mais peut-être, je peux vous expliquer Ouais, vas-y, peut-être vous plus avez dit parce quoi, que. peut-être le spécialiste de la. Non, je ne suis pas du tout Enfin, tu as spécialiste. passé Je parle avec quoi. un spécialiste. Ouais. En fait, sur la téléphonie, on a les fadettes. Tiffen, elle a reçu des appels, elle a reçu enfin, elle a eu un appel de son répondeur, par exemple. Et ça, le bornage, on l'a récupéré. Au Japon, hein. Et en fait, c'est ce que Free nous a aidé à vérifier. C'est qu'en fait, ils ont dit, bah, en gros, pourquoi les appels qu'elle a reçus la journée du 29, pourquoi le matin, il y a du bornage, et pourquoi le soir, donc il doit être 20 heures au Japon, 22 heures, pourquoi là, on n'a pas le bornage? Et en fait, ce qu'ils nous ont expliqué, Free, de manière complètement enfin, officieuse, c'est qu'en fait, il y avait eu un problème sur son téléphone. La petite Tiffen, elle était bien connectée au réseau 3G. Elle n'avait pas mis son téléphone en mode avion. Il n'avait pas, il n'avait pas eu un problème de batterie. Elle l'avait pas éteint manuellement. Enfin, il n'y avait pas tout ça. Son téléphone, il était sur le réseau japonais. Ça, c'est une certitude. Donc, en fait, ce qu'il nous explique, c'est qu'il y a eu un problème avec son téléphone. La nature, on ne peut pas la connaître. En France, on aurait peut-être pu, mais donc ça, là, c'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est plus ou moins à quel moment il y a eu problème sur le téléphone. Et en fait, Free a posé la question à SoftBank sur comment dire, c'est des opérations standards de mise à jour. Pardon, oui, sur lequel Tiffany était connecté. Ça, on sait aussi grâce à Philippe. Enfin, bref. Donc, au plus simple. Donc, Free a posé la question. Ils ont mis 6 mois à avoir une réponse et cette réponse, elle n'est même pas fiable à 100%.
Mais a priori, le téléphone de Tiffen a pu avoir un problème à midi, entre midi et midi 30, le 29 juillet. Donc c'est important quand même comme information. Sauf que là, bon, bah, ça reste dans les limbes comme beaucoup de choses, on n'a pas la formation totale. Mais en tout cas, il y a eu un problème sur son téléphone. Et on ne sait pas exactement quand, après on devrait le savoir. Mais Mais vous Free, dit que c'est un problème de puce arrachée ou de téléphone cassé. non, alors, dans les causes qui pourraient expliquer le problème enfin, De déconnexion. de déconnexion, enfin non, justement, il n'y a pas eu de déconnexion. C'est ce qui est une preuve le problème sur le téléphone, ça peut être une batterie arrachée, un téléphone, je sais pas, jeté dans les toilettes, cassé, enfin, mis dans un coffre, voilà. Ou alors, il peut avoir été mis dans un endroit où il n'y a plus du tout de réseau, jusqu'à extinction totale de la batterie, mais en fait, c'est rare quand même, surtout sur des lieux touristiques, de ne pas avoir de bornage. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Mais en tout cas, Free a été plutôt coopérative. C'est juste que SoftBank ne leur répond pas plus. Ah oui, du réseau Wi-Fi. Ah non, ça, mais... ça, ouais, ouais. On va dire ça. Vous avez mis en contact avec des gens chez nous. C'est vrai que Paul Colquet, c'est réquisition. C'est pareil, mais c'est que la police. C'est ça un peu le problème, c'est pour ça que c'est bien que ça soit le thèse, parce que le thèse, il est un peu plus. Moi, là-dedans, et d'exiger des réquisitions. J'ai été opérateur. Quand je recevais une réquisition, je ne mettais pas dans un petit papier en disant que j'attendais plus tard. C'est exécuté, surtout quand il s'agissait d'un crime. Le crime était en France. Je l'avais dit dernièrement, parce que c'est pas l'argent ambassadeur, et puis que les Oui, l'ambassadeur avait demandé à ce que la police nationale, il y a une police nationale au Japon, qu'elle intervienne pour geler les données. Et il semblerait que c'est possible. Enfin, on ne sait pas, une fois de plus. En fait, ils répondent à côté. Ils disent oui, ça a été fait. Mais on ne sait pas. À 12h34, 44 secondes, bah là, je pense que le temps, c'est ce qu'on voyait, parce qu'on a été reçu par la police Nanterre, et on voit qu'ils reprennent l'enquête de loin, du début. Mais ça, effectivement, ça, on va en parler, c'est très important. J'ai une autre question. Est-ce que toi, Damien, c'est toi qui fais la manœuvre au Japon, viens de nous dire qu'apparemment, ça se fait un peu. Est-ce que tu ressens que c'est vraiment une ouverture qui est réelle et franche? C'est après le temps passé, il y a 5 ans à peu près, ce que j'ai en tête. Est-ce que c'est une façon diplomatique de dire bon, allez, on va vous aider et en même temps mettre un peu la poussière sur ta vie? C'est quoi ta perception? Je pense que là, je pense qu'on a récolté depuis 5 ans, on fait très attention à avoir une communication extrêmement positive au Japon. C'est-à-dire que jamais on a critiqué, ils ont vu, donc je pense qu'on a je pense qu'ils nous apprécient. Je pense ils ont vu qu'on dénigrait jamais le Japon. On a toujours fait attention dans les médias, on a toujours remercié la police. Et je pense que là, ils nous ont vu. Ils ont vu donc l'ONU qui a joué, mais ils m'ont là beaucoup. Ce que me disaient les journalistes japonais, écrivaient aux médias en disant non, on le voit, ils continuent à chercher, ils continuent à se battre. Donc, je pense qu'ils sont très touchés. Et je pense que du fait que l'opinion publique soit avec nous, en tout cas soit touchée, forcément, c'est pour ça que le gouverneur n'a pas eu le choix de nous recevoir. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue à. Je pense aussi, les Japonais, j'ai remarqué, parce que des gens sont venus nous voir en disant vous avez raison de vous battre, je pense qu'eux n'oseraient pas le faire. Le Japon, la police, c'est vraiment le Graal, ne contestez pas. Eux, quand ils viennent se plaindre parce qu'ils ont disparu, la police dit oui, on va s'en occuper. Mais le phénomène des jouets de sous, des disparus au Japon, ne font pas de recherche. Parce que les Japonais ne se plaignent jamais.
Donc, à travers nous, en fait, je pense qu'on est un peu leur exécutoire. Donc, je pense qu'ils se sont dit, ah oui, finalement, c'est pas normal. Donc, bah voilà. Donc, 5 ans de communication positive, l'opinion publique nous rejoint. Donc, j'espère la contraindre. Ouais. Mais il faut que maintenant, mais là, avec le pôle, on va pas être déçus. Parce que je pense pas que les juges n'y aillent pas. Donc, et j'espère qu'elles vont profiter de. Après, alors, il y a l'autre français, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le système judiciaire est très différent. Donc, ils ne vont pas, les Japonais, pour résoudre l'affaire de Tiffany, ils vont pas, le législateur ne va pas changer malheureusement tout le système. Donc, on va quand même être bloqué. Ce que je vous disais, nous, on les a, ils sont identifiés, les suspects. On sait où ils sont, on voit leurs habitudes, sauf qu'on n'a pas d'éléments. Donc, ça, malheureusement, je pense que c'est ce qui va être difficile jusqu'au bout. Les gars, bravo. Bah, merci. Bah, merci à vous de nous soutenir, parce que sans cette Merci à vous. impulsion, voilà, que vous nous donnez, on n'irait pas loin. Bien, j'ai un petit ça, on dit pas Christophe et Annie Hardy. Ah oui, ça. Voilà, on a l'émotion d'avoir, de recevoir, enfin, que vous soyez déplacés jusqu'à nous. Et voilà, j'aurais une faveur à vous demander, Christophe et Annie, de venir nous rejoindre ici et de nous parler de Tiffany, puisque vous avez passé la soirée avec elle la veille de sa disparition. Vous voulez bien nous raconter ou... On peut être en restant les photos. Voilà. Oui, ça sera même plus confortable. Bon, quand je vous ai vu tout à l'heure, vous avez mis là. Je ne vous fais pas le couteau sur la gorge, là. Un petit peu quand même. Donc, on va quand même très émouvant de voir tout le monde, et surtout, c'est vraiment, je trouve que vous êtes exceptionnel, hein, que je vous battre comme ça. Donc, nous, on est allé 2 fois au Japon, et c'est vrai qu'il y a un objectif de désapprouvés, ça fait des gens qui disparaissent, mais qu'on ne recherche jamais. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que la sécurité au Japon, elle est pratiquement de 100%, puisque comment il n'y a aucune recherche sur ces gens. Alors, en ce qui concerne Tiffany, on ne savait pas qu'elle s'appelait Tiffany d'ailleurs. On peut arriver dans une petite supérette. On était là, nous, à faire de courses, et c'est un endroit où on peut dîner, il y a un comptoir, et on voit une jeune femme arriver, évidemment pas du tout japonaise. Donc, mais bon, on ne dit rien, et tout de suite, en fait, elle vient vers nous. Je pense On était à dîner, en fait. On était à dîner, et je pense qu'elle avait entendu parler français. Donc, elle est venue vers nous vraiment tout de suite. Et pendant 1 heure, on a parlé du Japon, puisque c'était sa deuxième visite au pays. Et donc, elle nous a demandé quelques conseils pour visiter Nikko. Nous, on quittait Nikko le lendemain. Et donc, on voit une jeune femme vraiment surveillante, avenante. Oui, vraiment super. On a passé vraiment une soirée, on a décortiqué les Japonais, leur façon de vivre. Vraiment super sympa. L'anecdote, c'est que là, on est retourné à la retraite sur la région nantaise où on est d'origine. Mais avant, on a vécu pendant 7 ans à Châtellerault, et c'est Poitiers. Et du coup, dans nos échanges, on nous a dit, Tiffany, qu'elle était de Poitiers. Il nous dit, on a vécu 7 ans à Châtellerault. Donc, il y a eu des éléments un peu de rapprochement entre nous. Donc, c'était vraiment très plaisant. Et d'autant plus, ça nous a demandé, vous parliez de si elle aurait pu rencontrer quelqu'un pour planifier un rendez-vous le lendemain. Mais non, parce que nous, on venait de visiter Nico et on lui a dit, en fait, elle savait déjà globalement ce qu'elle voulait faire. Mais on lui a répété tout ce qu'on avait visité et les conseils, parce qu'il y avait des temples où il y avait un entretien particulier, donc il vaut mieux que tu passes par là, pour optimiser sa visite. Donc, on lui a déballé tout ce qu'on avait fait pour l'aider naturellement. Et c'est vrai que c'était un partage. Et nous aussi, on était contents de rencontrer des Français, parce qu'au Japon, c'est la deuxième fois qu'on allait au Japon. Hein. Pour une petite anecdote, on avait accueilli, on a beaucoup fait d'échanges avec des jeunes étrangers. On avait accueilli une japonaise pendant 1 an à la maison. Et nous sommes allés à son mariage, en fait. Et du coup, en 2018, on fait la même fois qu'on retournait,
c'était à son mariage, et on était on avait loué un petit van, ou tout petit van. Donc pour déjeuner, il fallait qu'on sorte et qu'on mange dehors. Et c'est pour ça en fait que malheureusement la période où Tiffany a disparu, le soir il y a eu une condition météorologique assez pas favorable. Et on n'a pas pu dîner, je veux dire, dehors de notre petit van. Et on avait fait le choix avec Camille d'aller dans cette supérette et de dîner. Et c'était l'opportunité de voir Tiffany, hein, de la croiser, de les hasards de la vie. Sachez que elle était contente d'être au Japon. Vous avez dit qu'elle connaissait. Elle nous a expliqué qu'elle avait vraiment tout bien préparé son voyage. Et puis, donc, on a essayé de contribuer à la réussite de sa visite du lendemain. Mais puis, malheureusement, elle n'a pas pu visiter, quoi. Sachant qu'elle était en fait toute proche. Elle logeait à 300-400 mètres du lieu où on avait, nous, où quand vous êtes avec un van au Japon, la différence de la France, c'est que tout est propre. Et on avait dans notre roadbook, on avait, je veux dire, tous les lieux où les touristes pouvaient en fait s'arrêter pour loger en fait. En fait, on s'arrêtait systématiquement à côté d'un lieu où il y avait des toilettes. Et puis quand il y a toilette, il y a toujours un lavabo, c'est propre. Le lendemain, vu la taille du van, il fallait qu'on y aille, je veux dire, pour se laver les dents et tout ça. Et c'était vraiment un lieu qui était. Et c'est vraiment à proximité, quand vous voyez les photos sur le petit document que vous avez préparé, il y a les petites statues avec les bonnets rouges. On était à 50 mètres, là. Le parking était à 50 mètres de cet endroit-là. Et Tiffany, elle devait visiter le lendemain, et Tiffany était à 200 mètres à pied, quoi. Donc on aurait presque pu la croiser, parce que le matin, comme il ne faisait pas beau, le matin de sa disparition, on va dire, et comme il ne faisait pas beau, on n'a pas pu prendre le petit-déj avec notre petit van. On est retourné, je veux dire, au Seven, pas Seven, c'est le petit Le Lawson. le Lawson, c'est le Lawson, parce qu'il y en a plusieurs au Japon. Donc, on est retourné au Lawson, prendre le petit déj, on savait que la veille, c'était pas mal. Donc, voilà, donc, et c'est vrai que depuis qu'on a appris 15 jours après, en fait. C'est la question que je me posais. À quel moment les autorités japonaises vous ont donc appris la disparition de Tiffany? À quel moment? Alors, ils l'ont appris rapidement. En fait, Tiffany devait partir le 30 juillet. Ouais. Et en fait, il a vu qu'elle n'était pas là pour le check-out. Donc lui, il a tout de suite une voiture passée à ce moment-là, c'est ça, hein? L'hôtelier, ouais. L'hôtelier, pardon. Le propriétaire de l'hôtel a expliqué à la police que Tiffany n'était pas rentrée. Par contre, effectivement, il y a eu un décalage, puisqu'on a été prévenu, nous, que le premier. Donc, effectivement, on a perdu un peu de temps, peut-être, là-dessus. Parce que nous, en fait, on l'a découvert une semaine, pratiquement une semaine après, et vraiment par hasard, parce que on s'était mis sur les Français du Japon sur Facebook, et c'est sur ce site-là qu'on a vu apparaître le visage de Tiffany. En plus, on ne savait pas que ça s'appelait Tiffany. Quand on a vu son visage, on s'est dit, mais c'est pas possible. Mais nous, on l'a su que 8 jours après. Oui, parce que quand on est arrivé, on a vu qu'il ne se passait rien et on a eu de la chance vraiment d'avoir un contact qui nous a mis en contact avec des médias japonais et là on a pu distribuer, mais Oui, du coup, il y a eu un temps. Ça, au départ, c'était aussi tout le travail des personnes qui nous aidaient, vous tous, à poster sur les groupes Facebook, etc. Quand il a fallu le déclencher. Oui, non mais vous nous avez, heureusement que vous nous avez écrit sur l'adresse missing.fr parce que grâce à ça, on a su. Mais sinon, je pense que vous n'auriez pas eu d'existence dans l'enquête. C'est-à-dire qu'il y avait, alors que, et même, c'est ce qui fait qu'ils sont allés demander les fameuses photos, on voit Tiffen dans le combini, et en plus, ils vous ont appelé, et non, ils vous ont contacté. Ils nous ont contactés. Ouais. Mais parce qu'on leur mettait la pression avec l'ambassadeur pour dire, mais vous faites quoi? Pourquoi vous ne contactez pas? Oui, la police japonaise, effectivement, avec l'interprète. Et il y a quelque chose de très important aussi. On est d'accord, vous avez parlé avec Tiffen de cette espèce de cimetière. Et ben en fait, je ne sais pas si vous pouvez expliquer aux gens qui sont là qu'est-ce que c'est que ce cimetière. Mais parce que c'est là où il y a eu un guet-apens de 2 touristes, 1 an et demi après, peut-être 2 ans, de 2 touristes étrangères. Avec, Je peux simplement vous dire que, donc, avec Christophe, on est allé visiter cet endroit, qui est assez lugubre quand même, et Christophe était resté en bas de cet endroit. Moi, je suis montée, c'est un petit peu une petite montagne, en fait, et je me suis baladée toute seule. Et donc, c'est un cimetière, hein, c'est assez lugubre. Et j'ai eu vraiment l'impression que quelqu'un me suivait.
Et alors, Christophe n'était pas avec moi à ce moment-là. Alors, moi qui ne suis pas très peureuse, mais là, franchement, j'ai eu vraiment très, très peur. J'ai appelé, j'ai appelé Christophe pour vous dire qu'il y avait quelqu'un avec moi. Mais je sentais une présence. Mais, je peux pas, je sais pas comment vous expliquer, mais franchement, c'était très, très bizarre. Et vous avez cette- vu. Pardon. Il y a ce sentiment aussi, quand on est dans le cimetière, il y a un sentiment d'oppression. On ne se sent pas à l'aise du tout. Mais là, Mais indépendamment du fait qu'il puisse y avoir quelqu'un dans les parages. J'étais toute seule. J'avais l'impression que quelqu'un voilà, m'observait. Oui, mais alors typiquement, moi, ça me rend furieuse que cette information, il ne voulait pas demander. Parce qu'en fait, potentiellement, il y a quelqu'un qui traînait déjà dans ce coin-là. Donc, c'était le samedi, vous y étiez, donc la veille de la disparition? Ou le vendredi? Oui, le vendredi après-midi? Parce qu'en Donc, novembre, en fait, il aurait peut-être fallu consulter les caméras dans les parages et voir déjà quelqu'un qui rôdait, etc. Parce que Tiffany, elle a pu y aller à cet endroit. ouais, puis en novembre 2020, il y a eu une tentative de kidnapping donc, de deux touristes ici, dans cet endroit, à l'endroit où vous êtes en train de. Alors, ça me rend dingue de savoir ça. Mais c'est quand Bah, même merci. question surpitelle, hein, Oui, c'est particulier. vraiment ça. Mais même la PJ, pourquoi il s'est Quand, pas quand ça? vous avez discuté avec Tiffany la veille, Ils n'ont pas posé des questions. est-ce qu'elle avait très envie d'aller au lac des MJ? Je crois qu'elle était ouverte à tout ce qu'on lui a dit. Je pense qu'elle était ouverte à toutes ces visites-là. Oui, je pense. Parce que je sais, moi, elle me l'avait dit, c'est pas les Kagan Falls, comment ça s'appelle les cascades? Ou les Kagan Falls. Elle m'avait dit, quand elle préparait son voyage, elle me dit, oh, il y a une chute que j'aimerais aller voir à Nico. Certes, c'est pas les chutes du Niagara, mais c'est très beau. Vous y avez été? Ouais, genre Kagan Falls. Non, mais vu le temps qu'il faisait, non, d'accord. Ça aurait pu la dissuader d'y aller. Oui. D'accord. Mais quand vous êtes parti à 9h de Nico, il ne pleuvait plus. Non. Il y avait les marques de la pluie, des pluies torrentielles. Oui, la nuit, le niveau d'eau, quand le matin on est parti, on avait vu que le niveau d'eau avait bien, un régime torrentiel, hein, ça a monté puis ça a redescendu certainement rapidement. Et puis ce que je vous disais tout à l'heure, là, quand on a été prendre le petit-déj, on s'est rendu compte que c'était le jour de notre départ vers Narita. Le samedi, il pleuvait plus, mais ils étaient en train de nettoyer la route, il y avait l'eau encore qui descendait, parce que les temples de Nico sont plus hauts en fait. En fait, il y a une vallée. Hein. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que quand on arrive sur Nico, il faut expliquer aux gens. Oui, bien sûr, c'est très intéressant. Quand vous allez sur Nico, en fait, c'est une zone très, très montagneuse, on va dire. Hein. Par rapport à un versant, on va considérer que tous les temples sont sur le versant droit. Il y a une vallée au milieu. Et en fait, nous, là, on logeait, c'était sur le versant gauche. Puis la petite rivière qui passe. Là où il y a le petit temple, les petits chapeaux rouges. Hein. Et puis, c'est quand même un lieu qui est référencé partout, ce lieu. Hein, parce que les petites statues avec le petit chapeau rouge, c'est comme celle que vous avez sur le document. C'est un lieu touristique parce qu'il y a des parkings, tout est prévu. Et je vous dis le matin, quand on a pris le petit-déj dans le sol, il y avait du personnel, je veux dire, de la ville qui nettoyait parce qu'il y a eu des débordements de pluie sur la route. Mais la pluie était finie. C'était vraiment calme. En fait, parce que même le soir, l'anecdote, on vous l'a dit, quand on a dîné, on a parlé longuement avec Tiffen, et puis le temps était exécrable. Il y a même, on a proposé 3 fois à Tiffen de dire est-ce qu'on ramène là où tu habites, parce qu'elle expliqué qu'elle n'habitait pas loin. Elle dit non, je ne veux pas vous embêter, je ne veux pas vous embêter. Et je vois quand je suis allé chercher le petit van, et quand Annie était venue, j'ai ramené le van plus près de l'escalier. Il y a même une personne qui était sous la bienveillance des Japonais, qui est sortie avec un parapluie pour te protéger, pour te ramener au petit van. Donc, c'était vraiment des conditions exécrables. C'est clair que quand nous, on a su, 15 jours après ce dramatique événement, on n'avait pas la chronologie. Donc, on s'est dit, oh purée, si Tiffen a disparu le soir de notre là où on l'a proposé de la ramener, on était dans la misère totale. C'est déjà dramatique, mais on se voyait pourquoi on ne l'a pas assez aidé ou dire viens avec nous. Le lendemain. Oui, elle a petit déjeuner, on l'a vu. Elle était dans son hôtel jusqu'à midi. Franchement, on est très très mal. Oui, ça arrivait quelque chose le soir même. Ah oui, je comprends, le pauvre.
Ça a dû vous torturer pendant un moment. Merci beaucoup. Mais une personne attachée. Ouais, donc elle était ravie, hein, elle était toute heureuse hein, d'être là, d'être au Japon. Merci beaucoup, Christophe et Annie. Merci beaucoup. Et merci beaucoup d'être venus. Actuellement, Viens, Philippe. Viens. qu'est-ce que vous apportent les enquêteurs aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Alors, ils ont identifié les suspects.